Si vous voulez bien, d'abord partager avec vous deux points préliminaires qui me paraissent utiles pour la clarté de la suite. D'abord, nous allons utiliser le terme générique les jeunes, même si ça regroupe évidemment beaucoup de spécificités, ne serait-ce qu'en termes d'âge et de genre. Je vais utiliser aussi le terme générique les pratiques numériques, même si elles sont singulières. Comme nous l'avons dit, il y a un double volet dans cette enquête, un volet quantitatif qui permet d'identifier, de nommer, de mesurer les pratiques, et les données récoltées sont finalement analogues à beaucoup d'autres enquêtes du même type. Et dans un second temps, il y a eu une enquête qualitative qui nous a permis de comprendre un peu ces données et qui ont même vu, voire émerger des éléments qui n'avaient pas pu être scannés par l'enquête quantitative. Alors, après ces deux points préliminaires, deux traits généraux qui, nous semble-t-il, ont des implications importantes pour la suite du travail. Le premier est tiré de l'analyse quantitative, c'est la défaite du contrôle parental. Les moins de 12 ans, dans leur majorité, estiment que les parents ne contrôlent que la durée d'écran et le moment où les écrans sont utilisés, mais pas du tout ce qu'on y fait et pas davantage avec qui. Pour ce qui concerne les adolescentes et les adolescents, la majorité estime que les parents ne contrôlent que les achats en ligne et donc en fait ne contrôlent pas grand-chose. Donc, les jeunes déclassent les parents comme opérateurs éducatifs ou opérateurs de contrôle, ce qui est peut-être un élément important en termes de ciblage éducatif pour la suite. Le deuxième élément général qui est tiré de l'analyse qualitative, c'est que la plupart des enquêtes sont généralement centrées sur les écrans. Or, les jeunes ne raisonnent pas comme cela. Les jeunes ne se disent pas devant leur écran, mais disent discuter, s'informer, jouer, se bagarrer, socialiser, voire harceler ou être harcelé. Donc, en quelque sorte, pour les jeunes, les médias sont transparents, ce qui a une implication forte en termes d'éducation aux médias. Alors, quelques données chiffrées. Pour ce qui est des violences en ligne, en primaire, un enfant sur 10 déclare avoir été victime d'agression. Un enfant sur 20 a envoyé une photo sexy de lui ou d'elle-même. Un enfant sur 5 a reçu une photo sexy et un enfant sur 10 a reçu une photo sexy de quelqu'un qui n'est pas au courant. Bien entendu, nous sommes ici avec des enfants. Donc tout ça paraît très précoce, mais il faut bien entendu relativiser les choses. Pour un enfant, c'est assez difficile de déterminer ce qui est une photo sexy ou pas. Donc le paramètre a été photo en maillot de bain. Et donc vous recevez une photo d'un copain ou d'une copine en vacances, on considère que ça fait partie des chiffres. Alors évidemment, la question de la violence en ligne apparaît plus clairement dans le secondaire et particulièrement au début du secondaire. Dans l'enquête quantitative, au cours des 2 premiers mois, 15% des jeunes ont pris une photo coquine avec intention de l'envoyer. Une photo coquine sur 4 a été prise, mais pas conçue pour être envoyée. La moitié de ces photos, donc ça fait 7% des jeunes, les présentaient en sous-vêtements ou en maillot de bain. En termes de discrimination de genre, on y reviendra, les garçons sont beaucoup plus susceptibles que les filles de poser nues, et dans ce cas précis d'être identifiables. Là, il y a une grosse différence. 6 garçons sur 10 sont identifiables et 2 filles sur 10. Chiffre important, et j'en termine avec les chiffres, 18% des jeunes ont envoyé une photo coquine sous pression. Mais là aussi, il y a une grosse différence entre filles et garçons. 7% des garçons sous pression et 28% des filles. Donc, c'est très précisément 4 fois plus.
Alors, à présent, quels sont les éléments qui ressortent de l'enquête qualitative? D'abord, dès le début de l'adolescence, et c'est important pour la suite, un fort travail sur la question de la création d'identité et particulièrement de l'identité de genre. Qu'est-ce que c'est que d'être une fille? Qu'est-ce que c'est que d'être un garçon? Dans les contacts que j'ai eus avec les jeunes, beaucoup de réflexions sont d'ordre moral. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? C'est un univers fortement co-régulé, avec un apprentissage progressif par les pairs. Et en fait, tout ce qui apparaît comme étant une série de prescrits relevant de leur liberté individuelle sont en fait des prescrits de groupe. Alors, dans les échanges que j'ai eus avec les adolescents et les adolescentes, c'est qu'à l'intérieur de toutes ces questions morales, énormément de questions sont liées au contrôle de la sexualité adolescente. Et c'est dans le groupe qu'on définit les normes. Et particulièrement en termes de normes de genre. Qui dit contrôle de la sexualité adolescente dit contrôle de la sexualité des filles. Pour une fille, exposer son corps, son image, même tout simplement, c'est exposer son niveau de moralité. Et donc, pour les filles, à les entendre, il y a une forte pression, à la fois sur le degré de désirabilité. Une fille doit être désirable et on le voit à travers les poses qu'elles prennent, les filtres qu'elles placent sur leurs photos. Et ça, c'est très différent des garçons. Et cette pression sur le degré de désirabilité vient en tension avec le degré de respectabilité. Autrement dit, une fille doit être désirable, mais en même temps respectable. C'est la fameuse expression « il faut savoir se respecter ». Ou même entre filles, tu ne te respectes pas. Et donc c'est une zone très difficile à négocier pour les adolescentes, en dépit des règles qui sont constamment remises sur le tapis. À ce niveau-là, il y a beaucoup d'entraide entre les filles. Certaines filles envoient une photo à leur copine en se disant « est-ce que je peux envoyer ça à mon copain ?» etc. etc. Illustration de mon propos, quand je pose la question aux adolescentes et aux adolescents « jusqu'où peut-on aller en termes d'image de soi ?» Eh bien, aussi bien les filles que les garçons ne parlent que de ce que les filles peuvent faire ou pas, ce qu'elles peuvent s'autoriser ou non. Quand on leur demande « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» tout le monde répond « ah ben les filles, elles peuvent aller jusqu'à ». Donc ça illustre bien la pression qui est forte sur les filles. Et c'est très particulièrement vrai au début de l'adolescence. Aussi bien les filles que les garçons développent des techniques de contrôle très précises. Par exemple, ils produisent peu de contenu parce qu'ils ont peur de la violence qui pourrait venir en retour. Un autre exemple, une sollicitation sexuelle, il ne faut pas y répondre tout de suite. Un autre exemple, quand on demande une photo intime, on peut accepter, mais toujours en donner moins que ce qui est demandé. Pas de bikini ou de décolleté. De nouveau, vous voyez que la pression est sur les filles. Et évidemment, pas de nude. C'est le terme qu'ils et elles utilisent, mais c'est un terme qui leur est propre, ce qui montre qu'il y a en quelque sorte quand même une certaine forme de normalisation ou de banalisation de ces pratiques. Mais, et c'est bien ça, c'est quelque chose qui a été mis en évidence lors des entretiens, toutes ces règles de contrôle éclatent dans le cadre du couple ou de l'amitié intense. Dans un couple, on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est une espèce de pacte d'amour ou de sang. Pour la petite histoire, la grande majorité des nudes est échangée le jour de la Saint-Valentin. Donc, les adolescents et les adolescentes le font en confiance, mais néanmoins avec toujours la crainte de la trahison. Et cette trahison, pour les adolescentes et les adolescents,
et le signe d'une rupture de moralité. J'y reviens, cette question de moralité, y compris suscite la rupture de solidarité entre filles. C'est-à-dire que quand une fille va trop loin, aussi bien les garçons que les filles peuvent entamer un cycle de violence contre la victime. Il faut quand même nuancer et dire qu'en général, une photo circule dans un cercle relativement restreint, mais ne va guère plus loin que ça. L'idée selon laquelle on va se retrouver partout sur le net n'est pas tout à fait vérifiée. Un autre élément, c'est en termes de violence faite aux filles, c'est le nombre de photos de sexe masculin en érection qui sont adressées aux filles, ce qu'on appelle les dick pics. Les filles disent en recevoir beaucoup. Alors, même si il est évident que c'est un délit, c'est de l'exhibition, c'est de l'attentat au meurtre, les filles banalisent la pratique. Elles disent c'est choquant, elles disent c'est violent, et me disent en même temps on s'y fait. On en reçoit tellement que finalement, on trouve même parfois ça très drôle. Ce sont des connards qui font ça, j'utilise leur terme. Dès qu'on en reçoit, de toute façon, on cesse tout contact avec le garçon, même si au départ on le trouvait un peu sympathique, et même on s'envoie ça entre filles pour plaisanter autour de ce genre d'agression. De leur côté, les garçons n'assument pas vraiment. Les garçons disent oui, il y a plein de garçons qui font ça, mais pas moi. C'est jamais eux, effectivement. Et de nouveau, toute la pression repose sur les jeunes filles, parce que la question qui se pose une fois qu'une jeune fille reçoit ce type d'agression, c'est qu'est-ce que j'en fais, et de la réponse que la fille va donner, va de nouveau mesurer son degré de respectabilité. Alors, il y a aussi un élément flagrant, c'est le dernier élément que j'ai pu constater lors de ces échanges, c'est la question de la norme hétérosexuelle. À partir du moment où il y a un intense travail d'identification de genre, la plupart des adolescents et des adolescentes ne raisonnent que des relations affectives en termes de normes hétérosexuelles. Alors, en conclusion, on a pu constater que dans leur pratique médiatique, les adolescents parlent peu des médias, assez curieusement. Je reviens à ce que je disais au départ, les médias sont pour eux transparents. Dès lors, et c'est ma dernière conclusion, j'imagine 3 chantiers possibles. Premièrement, la question des inégalités de genre, qui est très flagrante dans les espaces numériques et qui est très compliquée puisque l'adolescence est un âge où on mesure, où on teste son identité de genre. Deuxième chantier possible, la question de l'agression primaire et de l'agression secondaire. On l'a vu, c'est très compliqué de réguler la production de photos de soi. C'est très difficile de réguler également l'expression, parfois violente, dans les réseaux sociaux. Par contre, ce qui peut être travaillé, me semble-t-il, c'est l'agression secondaire. C'est-à-dire, que fait-on à partir du moment où on a repéré une agression dans les réseaux sociaux et que fait-on d'une photo désobligeante qu'on a pu recevoir? Enfin, et c'est un troisième chantier, puisque les médias apparaissent comme transparents pour les adolescents, c'est la question de l'impact médiatique sur les pratiques, qui est plus clairement une question d'éducation aux médias. Et j'en reviens à des bases que les adolescentes pensent avoir intégrées, mais qu'il est bon parfois que les adultes rappellent. C'est, par exemple, la permanence de ce qui est publié. C'est, par exemple, la facilité qu'il y a à trouver des informations sur quelqu'un. C'est, par exemple, l'amplification qui peut être donnée à une agression. C'est, par exemple, le fait qu'on ne peut pas prédire l'audience de ce qu'on produit.
fait par exemple la facilité qu'il y a à reproduire un document désobligeant. Et c'est enfin la décontextualisation des échanges communicationnels dans les réseaux sociaux. Ce que je produis dans un cadre précis en un temps donné n'est pas forcément perçu par une personne dans un autre cadre et à un autre moment. Voilà quelques éléments très généraux sur ce qu'on a pu observer en termes de discrimination de genre et de cyberviolence et de cybersexisme. Je vous remercie. Voilà, merci Yves. Je clôturerai, je pense que Yves Collard a bien